Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, épisode qui me donne le plaisir de recevoir Michel Favory, sociétaire honoraire de la Comédie Française. Michel Favory, bonjour. Bonjour. Michel Favory, vous êtes né dans une famille qui n'était pas proche des milieux artistiques ni des milieux du théâtre? Non, du tout. Ma famille était issue d'une lignée de gens du centre de la France, le Lot en particulier, etc. Et la Corrèze, surtout la Corrèze. Ma famille est issue de la Corrèze. Vous dire ce que ça représente avant, je ne sais pas. D'aucuns disaient dans ma famille que l'Italie du Nord y était pour quelque chose en 1850, qu'il y a eu la ruée vers l'ouest, etc., et que ça a fait souche, nous avons fait souche en Corrèze. Je n'en ai aucune... Mais en tout cas, c'était loin du théâtre. Et donc le théâtre, il a bien dû vous arriver par un biais ou par un autre. La radio, voilà, dis-je en termes étincelants de reconnaissance, la radio. La radio, parce que c'était la seule chose que nous ayons à la maison, c'est un vieux poste de radio avec l'œil fascinant vert. Et j'écoutais ça avec une espèce d'appréhension. Qu'est-ce qui va arriver? C'est formidable, la radio, et j'étais fasciné, surtout beaucoup au départ, par les effets, par le monsieur qui s'occupe de faire des effets spéciaux, les bruitages de la radio. Ça a éveillé en moi un monde extraordinaire. Et je ne vivais plus mon rapport avec la fiction que par la radio, parce que nous n'avions pas autre chose, encore une fois, jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. J'ai commencé chez mes parents à avoir une télévision, un poste, voilà. Donc, je n'avais pas de rapport ni avec le théâtre, avec l'opéra, peut-être un peu de temps en temps le samedi après-midi. Maman écoutait un opéra italien transmis le samedi après-midi. Et hier ou avant-hier, comme la mémoire est extraordinaire, je me suis souvenu de la compagnie Solaire del Ferrière, qui faisait les beaux jours du théâtre, de la transmission théâtrale, pour tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai entendu, etc. Je serais incapable de dire ce que j'ai, parce que c'était très divers. Il y avait Molière, il y avait n'importe quel théâtre de boulevard. C'était pas du tout un répertoire choisi. C'était pour faire du théâtre, pour enseigner le théâtre. Donc à partir de là, ça s'est inscrit en moi comme une espèce de boulet, mais vraiment très très fort. Je veux être comédien. Bon, je me souviens de ma maîtresse, quand on avait le premier jour d'arrivée à l'école, nous distribuait des petites feuilles, avec le nom, prénom, profession des parents, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, je mettais comédien. J'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Ça ne signifiait pas grand-chose, sauf que ça signifiait tout pour moi. Pour les autres, c'était charmant, mais je crois que pour moi, c'était tout. Et je suis resté avec ces paix au travers du cœur, comme dit Prouès, jusqu'au moment où j'ai décidé d'écrire à mon père, c'est-à-dire beaucoup plus tard, car à l'époque, il n'était pas question 4 garçons et 2 filles. Les 2 filles, elles étaient destinées au secrétariat, et les garçons devaient prendre la suite du père, qui avait une petite entreprise, et nous devions absolument passer par là. Il n'était pas question de faire autre chose. Donc personne n'a fait d'études chez moi, c'était simple. Et on s'est retrouvés, moi aussi, je me suis retrouvé à l'échelle avec un contrat d'apprenti avec mon père. À partir de là,
la petite taupe a continué de fonctionner, d'avancer, mais je n'en ai plus parlé, parce qu'après on se moquait de moi, etc. Je n'aimais pas trop ça. Voilà, donc jusqu'au départ du service militaire, où la France m'a gardé pendant 26 mois tout de même. Alors, si vous voulez bien, Michel Favory, je crois que ça a été un moment important à bien des égards, notamment par rapport à votre entrée dans le monde du théâtre. Reprenons le jeune Michel Favory. Il a quel âge quand il va partir pour son service militaire? Il n'a pas 20 ans. Pas 20 ans. On n'avait pas 20 ans, les classes creuses de 40. Et c'est la période de la guerre d'Algérie. Voilà. Et donc, vous vous trouvez en Algérie. À la fin de mon mandat, si je puis dire, obligé, je me retrouve effectivement, oui, en Algérie pendant les 10 derniers mois de ma prestation, si je peux dire encore. Enfin, maintenant, je peux le dire. À l'époque, je pouvais pas. Voilà. Donc, je me retrouve en France fin novembre 62, et je rentre à Paris. Et j'avais auparavant, au mois d'août précédent, envoyé une lettre à mon père en disant « Papa, je ne ferai pas ça. » Je reçois une lettre admirable de mon père, adorable, voilà, et que je n'attendais pas aussi merveilleuse que ça. Genre, je l'ai remercié mille fois. Il me dit « À condition, il y a toujours des conditions, que tu n'abandonnes pas la famille. » Ça, c'était quelque chose de... Bon, un impératif. Je lui dis « Rassure-toi, je n'abandonnerai pas, etc. » Et j'arrive de Paris, j'arrive de Marseille, on est démobilisé, et 15 jours après, je vais frapper à la porte du père Simon, en disant, voilà, la petite taupe sort de terre. Maintenant, j'avais reçu le feu vert de mon père, et donc je pouvais aller loin. J'avais mis de côté ce qu'il fallait pour les cours, etc., avec des petits boulots. Et je suis rentré au cours, décidé à tout bouffer, à tout manger. Je n'avais aucun sens, aucun texte, rien. J'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, évidemment, premier amour, etc., et bien plus forte que moi, au point de vue un bagage intellectuel, qui m'a fait un programme de lecture que j'ai acheté, tout ça, et j'ai lu comme un dingue. Et je suis resté donc novembre, décembre, janvier, février, jusqu'en début 62, 63, là où je me suis présenté au conservatoire, où le père Simon a été formidable. Il m'a dit, bah oui, si tu veux, vas-y. Je pense que... Et puis j'en voulais tellement, reçu à l'unanimité, etc. 3 ans de conservatoire. On ne revient pas sur ce qu'on apprend ou pas au conservatoire, c'est un autre problème. Mais la chose étant que quand on en veut, je veux dire, c'est une façon de remplacer les carences de l'enseignement. Il y a des gens qui ont eu des professeurs minables et qui sont arrivés à des choses fabuleuses, et l'inverse qui s'est reproduit. Alors, bon, on ne va pas parler de ça. Je suis sorti de là avec un second prix en 2e année avec Andrea del Sarto de Musset. Et la 3e année, mon premier prix a été Don Salluste de Bazan, Henri Blas. Voilà. Je suis sorti, j'ai été convoqué par Escande. Alors Maurice Escande était l'administrateur général de la Comédie Française, parce qu'il faut dire quand même, pour rappeler ou apprendre à nos auditeurs que le monde du théâtre était encore très institutionnel à l'époque, et que tous les premiers prix du conservatoire étaient susceptibles d'être avec une espèce de droit d'être examinés par l'administrateur général. Vous avez dit susceptible, c'est vrai, parce que les gens pensent que c'est obligatoire. Non, mais bien sûr, c'est pas obligatoire. Mais c'était... Il me dit, bon, alors écoute, je t'engage à partir de janvier. J'étais encore chez Barrault à l'époque. Vous me laissez du temps, je téléphone à Barrault ou à l'administration, et je dis, je fais mettre un avenant à ton contrat de rupture pour passer à la Comédie Française à partir de janvier. Il faut jamais laisser passer le temps passe, et je reçois une autre convocation d'Escande, disant que mon chéri, c'est pas possible, je ne peux pas t'engager maintenant, je peux pas te dire pourquoi, etc. Moi, je dois dire égoïstement, ça ne m'a rien fait.
Je voulais entrer chez Villard. Mon but, c'était d'aller travailler avec Villard. Ça, c'est pas fait puisqu'il est parti, malheureusement. Voilà. Et puis là, de là, je suis parti aux États-Unis pendant 2 fois 3 mois. Enfin, une tournée somptueuse. Mais alors là, vous étiez avec Renaud Barraud. Vous n'avez pas encore parlé de Renaud Barraud. Non, alors, j'étais parti de chez Barraud. Mais quand y êtes-vous entré? Parce que vous avez zappé Quand j'y suis entré? Oui. En 64, au moment du concours de première année de mes camarades. Parce qu'on concourait pas en première année. C'était extrêmement difficile. Mais je donnais 12 répliques au concours, parce que une voix, etc. Bon. Et alors, la réplique, il faut là aussi préciser pour les auditeurs qui ne sont pas du métier, que la réplique, c'est celui qui passe, pas celui qui passe le concours, c'est celui qui lui sert de partenaire pour la scène qu'il doit jouer pour le concours. Voilà, merci de la précision. Et puis, alors il m'a pris comme ça, il m'a dit, viens, on va te former, etc. Là, c'est Barraud dont vous parlez. Ça, c'est Barraud, voilà. Et donc, et à la fin, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de possibilité quand on est jeune, on n'a pas vraiment on s'en fout un petit peu quelque part. On est plus fort que tout, donc c'est bien. Donc, je vais voir Barraud après ces 2 négations, et avant la tournée aux États-Unis, je lui dis, patron, je m'en vais. Il me dit, mais pourquoi? Mais t'es bien payé? Comme ça. J'ai dit, oui, c'est pas le problème. Et puis, je me sens bien dans la compagnie. C'est une famille. C'est vrai, c'est une famille. C'était pas une compagnie. Et puis, c'était un espèce de cocon, quand même. Et Madeleine Renaud, qui était là, qui assistait toujours, il m'a dit, écoute, mon petit chéri, va te faire un petit nom sur le boulevard et reviens nous voir. C'était merveilleux. Et donc, je suis parti, mais avant mon dernier concours, et au moment où j'ai eu mon premier prix, ils m'ont envoyé un télégramme, sommes fiers de toi, etc. Enfin, vraiment très, très gentil. Je n'ai que des louanges à dire par rapport à partir de ce moment-là. Donc, je suis parti pour moi, tout seul, comme un grand. J'ai aligné les affaires, j'ai enseigné, j'ai fait un peu de tout. Alors, si on peut prendre vous êtes travaillé, je l'ai rappelé tout à l'heure, avec beaucoup de metteurs en scène. Est-ce que, d'abord, j'imagine que Barraud est parmi ceux que vous avez particulièrement aimés. Vous en parlez toujours avec beaucoup d'affection, mais pas seulement d'affection personnelle, mais aussi d'admiration professionnelle. Et vous vous êtes trouvé avec lui dans une affaire qui n'est pas petite, qui est Claudel, et pas n'importe quelle Claudel. Est-ce que c'est possible de faire comprendre à ceux qui n'ont pas été de cette aventure comment travaillait Barraud et comment il travaillait un texte aussi considérable que celui de Claudel, dans lequel donc vous avez été embarqué alors que vous aviez encore un enfant. Je n'osais pas le dire. Si, vraiment. Il procédait beaucoup par mimétisme. Il avait une formation, vous la connaissez mieux que moi. De mime, absolument, oui. Voilà, il montrait énormément. Alors ça avait son charme, mais pas son charme. C'est-à-dire que, en fait, il avait une idée de sa mise en scène de 43 au Français. La création s'est faite au Français, là, de sa mise en scène en 1943. Il avait une idée précise, il avait des costumes, il avait les décors, et tout a été reporté au Théâtre de France. Oui, au Théâtre de France. Voilà. Et il montrait davantage. Il fallait faire la même chose, ou à peu de choses près, mais avec souplesse. Il n'était pas du tout dictatorial, pas une seconde. Il aimait l'harmonie, il aimait le mouvement, il aimait les foules, il aimait balader les foules sur le plateau, indiquer un truc, mais très plaqué comme ça. Il adorait ça. Et nous, les jeunes, on adorait ça aussi. Dans la vie parisienne, c'était pareil. Il avait une espèce de folie d'un seul coup, comme ça. Vous avez été dans la distribution de la vie parisienne? Oui.
oui. Alors là, j'avais de la considération pour vous jusqu'à présent, mais là, maintenant, elle vient d'augmenter considérablement. C'est, je crois, la meilleure vie parisienne. Je ne l'ai pas vue, malheureusement, j'étais un peu jeune, mais elle existe, elle est enregistrée, elle Oui. existe, elle fait même l'objet d'un coffret de CD, enfin, en tout cas, à l'époque où les coffrets de CD étaient sur le marché, et c'est un chef-d'œuvre d'opérette, c'est-à-dire de mélange du théâtre et de la musique, et où on entend... c'est Madeleine Renaud qui chante La Gantière, et Barrault lui-même qui fait le Brésilien. Qui fait le Brésilien, absolument. Qu'est-ce que plaisir. Et puis j'ai joué avec Rélis. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il est revenu? Ça, c'était un côté merveilleux de Barrault. Dites un mot de Rélis. C'est de faire revenir les gens qui avaient été des compagnons. Il avait, sans être autre chose qu'un compagnon, je sais pas, peu importe, il avait le sens du compagnonnage au théâtre et de l'amitié. Il y a Paredes, j'ai joué avec Paredes, parce qu'on jouait des petits, non, il y avait des belles partitions, les garçons de café, les machins, etc. On avait des beaux, très, très, très jolis rôles, et puis on dansait, et puis on rigolait, ce que c'était drôle. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Alors, il y a des metteurs en scène de toutes sortes avec lesquels vous avez travaillé. Est-ce que c'est possible, je reprends mes notes, est-ce que c'est possible de vous demander de caractériser ce qu'était, par exemple, le travail avec Vitez? Ah oui, c'est possible, bien sûr. Antoine, c'était créer quelque chose autour d'eux. On dirait que ça n'est pas nouveau, mais pour ne pas être nouveau, ça n'en est pas moins rare. On commence par vouloir autour de la table, et puis petit à petit, on s'éloigne, et puis on reprend son siège de magistère. Mais là, avec lui, c'était, si je dire, presque le contraire. Il mettait en scène, là, dans sa tête, en même temps qu'il faisait l'historique. Par exemple, je pense à comment dire, la pièce de Brecht, L'homme des étoiles. Oui, d'accord. C'est l'âge. Galilée. Voilà. La Galilée. Là, il parlait en même temps de la politique, il parlait du social, il parlait de choses qui le concernaient, qu'il aimait bien, dont il aimait bien débattre. Et puis, on se quittait, ça a duré une quinzaine de jours, on se quittait, et là, il faisait, ou il ne faisait pas, une mise en place, c'est-à-dire qu'il nous lâchait complètement sur le plateau, nourri de ce que nous savions, de ce que nous avions entendu, et la mise en scène se faisait presque automatiquement. Et puis il ne revenait pas dessus. J'avais l'impression que la mise en place ne l'intéressait pas beaucoup. Ce qui l'intéressait, c'était le proféré. Ouais. Ce qui s'intéressait, c'était le texte. Quand on parle de théâtre, on parle d'une parole donnée et une parole, si possible, échangée avec un public. Mais le théâtre en tant que tribune, en tant que stobol, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, une vraie parole échangée ou dirigée, comme Brecht le voulait. Et ça, c'était merveilleux. C'était presque léger. Il y avait le décor, ça, mais ça ne servait pas en tant que... On s'en foutait complètement, c'était une espèce de... Voilà. Et c'est ce que j'aimais chez Villard aussi. Et il y avait une espèce de fraternité, enfin, voilà, un petit peu dans l'espace théâtral français. Si on parlait d'un autre metteur en scène qui était Vitez aussi, était acteur, mais enfin il était acteur un peu que accessoirement, mais qui lui a été un acteur, alors pas du tout accessoirement, qui est Jean-Paul Roussillon. Oui. Comment c'était travailler avec Jean-Paul Roussillon? C'est l'homme qui vous prenait sous son bras comme ça et qui vous emmenait sur le plateau avec lui et qui parlait et qui disait des choses importantes, qui lui semblaient importantes, disait-il toujours. Peut-être, monsieur, ça me paraît important à moi, mais c'est peut-être pas important pour l'autre. Je ne sais pas, je ne fais pas de choix. C'est moi, là. Vous m'entendez, moi, mais vous entendez celui d'un côté, c'est pareil. C'est extraordinaire. Mais quand il faisait confiance à quelqu'un, c'était du bonheur, voilà.
Lassalle, Jacques Lassalle. Oui, difficile d'accès, difficile. Mais j'ai eu de très très beaux rapports vers la fin de son existence, malheureusement. Mais c'était un metteur en scène merveilleux. Mais encore autre chose, une autre dimension. Un monsieur qui butait toujours sur ce qu'il venait de faire. Et il n'était jamais sûr de ce qu'il faisait. Il était insécurisable. Voilà. Il était toujours, il balançait, il était inquiet, un homme inquiet, mais un homme plein de talent. Pourquoi pas avoir, je fais référence là à la pièce de Tchekhov. Là, c'était un bonheur de travailler comme ça avec lui, parce que, voilà, c'était du sable. Voilà, du sable. Ça fiche le camp partout. Ouais. Voilà. Ça semait. J'adore les metteurs en scène qui sèment. Michel Favory, merci. Nous allons nous retrouver pour aborder, dans notre seconde conversation, pour aborder la période où vous êtes, la longue période, une trentaine d'années, où vous avez été pensionnaire d'abord, puis sociétaire de la Comédie Française. À la semaine prochaine.